Quand vous regardez un schéma, en regardant un schéma, la première des choses qui doit d'abord vous attirer votre attention, ce sont les symboles. D'abord, les symboles. Ça, c'est le premier point qui doit attirer votre attention, les symboles. Pourquoi les symboles? Les symboles simplement parce que grâce aux symboles, vous saurez au fait les différents équipements utilisés pour passer au câblage ou encore pour passer au dépannage. Parce que la lecture du schéma, ce n'est pas forcément pour aboutir au câblage. La lecture ou encore la compréhension du schéma peut aussi être pour la maintenance ou bien le dépannage. Parce que toi, avant de dépanner une armoire ou dépanner un équipement, il y a un schéma qui est bel et bien là. Tu vois, tu dois lire le schéma, comprendre le schéma. Une fois que tu lis, tu comprends le schéma, là, tu peux faire la maintenance, tu peux faire ton dépannage ou encore tu peux passer au câblage. Mais c'est seulement si tu ne comprends pas le schéma, pour faire la câbler, ça sera difficile. Donc, la première des choses qui doit attirer ton attention, c'est d'abord les symboles. Pourquoi les symboles? Les symboles vont t'aider à savoir quels sont les équipements utilisés. Donc, en face de nous, nous avons ce schéma, tout simplement en face de nous. Vous allez remarquer que sur ce schéma qui est en face de nous, là, nous avons plusieurs symboles. Nous allons commencer par ce symbole-ci qui est simplement le symbole d'un fusible. Plutôt le symbole d'un sectionneur porte-fusible qui est tout juste là en face de nous. Ok, de l'autre côté, vous allez remarquer qu'on a encore un autre symbole qui est là. Et ça, c'est le symbole d'un relais thermique. Vous voyez? Plus bas, vous allez constater qu'on a encore un autre symbole qui est simplement ici. Et là, nous avons quel symbole? Nous avons un symbole d'un bouton poussoir à retour automatique. Normalement quoi? Normalement ouvert. Alors, là, nous avons fini avec les symboles. On a déjà l'idée des symboles que nous avons ici sous notre schéma. Ça, c'est le premier point. D'accord. Alors, le deuxième point, tu vas constater que sur chaque symbole, il y a simplement les repères. Les repères sont très, très importants, très capitaux. Pourquoi? Parce que toi, pour savoir le symbole, on a mis le symbole. 2, on a mis le repère. Alors, c'est quoi le repère? Les repères, c'est simplement les codes que tu es en train de voir. Là, à ce niveau, tu vas constater que quoi? À ce niveau, tu vas constater, on a ceci. On a le RT1. Tu vois? Le RT1 qui veut simplement dire quoi? Qui veut simplement dire que le relais thermique 1. Et tout juste là, tu vas remarquer, on a quoi? On a F1 ici à ce niveau. Alors, le F1 veut simplement dire quoi? Il veut simplement dire que non, le F1, ça c'est le sectionneur porte-fusible. Là, de l'autre côté, tu as constaté qu'on a un KM2. Le KM2 veut simplement dire que c'est un contacteur numéro 2. Ce qui veut dire que c'est le deuxième contacteur. Tu vois? Donc, il faut alors connaître, lire les repères qui se trouvent sur chaque symbole. C'est très important. Vous devez comprendre que chaque équipement a ses repères. Chaque équipement a ses symboles. Donc, tu dois connaître les repères. Ça, c'est d'abord de 1. 2, tu dois connaître les symboles. Peu importe le type de schéma qui sera en face de toi, tu auras les symboles et tu auras les repères. Donc, si tu ne connais pas lire les repères ou encore lire les symboles, ce qui veut dire que là, tu seras bloqué. Ça, c'est le premier point. Donc, 1. Avoir l'idée sur tous les symboles qui se trouvent sur ton schéma. Comme là, nous avons déjà l'idée sur tous les symboles qui se trouvent sur notre schéma. Comme on a l'idée de tous les symboles qui se trouvent sur notre schéma, donc là, nous savons déjà que qui est qui. Ça veut dire le symbole si c'est quel équipement. Le symbole qui si c'est quel équipement. Et le symbole si c'est quel appareil. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons les repères. Ces repères, généralement, sont retrouvés dans les armoires. Tu vas constater au fait, quand tu es dans l'armoire, il y a les étiquettes à l'intérieur sur chaque équipement. Je vais descendre plus bas. Je vais vous montrer l'intérieur de l'armoire. Et vous allez remarquer que non. Dans l'intérieur de l'armoire, sur les équipements, on a mis les symboles. On a mis les repères sur ça. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que les repères là veulent simplement dire quelque chose.
Tu vois, les repères, c'est une forme de nom. Donc, au lieu de donner, au lieu de dire que ça, c'est un contacteur, on met simplement le code. Comme par exemple, nous voici. Vous voyez, donc ça, c'est le contacteur qui se trouve dans l'armoire. Tu vas remarquer que sous le contacteur, on t'a mis un code comme ceci. Tu vois, on a mis un KA1. Donc, tu vas constater que non, dans l'armoire, tu as un KA1. Quand tu vas alors prendre ton folio ou encore ton document, tu vas remarquer que tu auras les KA1 sur ton document. Donc, d'office déjà, tu comprends que non, comme tu as un KA1 sur le document, au fait, le KA1 là, il fait allusion à cet équipement. Et là, tu as un KA3, KM3. Tu vois que non, sur le contacteur, on a mis un repère KM3. Donc, d'office, tu comprendras que sur ton équipement, alors, sur ton schéma, on va mettre un KM3. J'espère que jusqu'à ce niveau, tout est clair. Donc, nous allons alors repartir plus haut sur le schéma. Donc, comme vous pouvez constater, tu vois qu'à l'intérieur, là, tu as ton armoire. Et dans l'armoire, tu as les différents équipements. Tu vois que quand tu as les différents équipements dans l'armoire, tu vas constater que sur ces équipements, on va mettre les étiquettes. Et sur les étiquettes, sur chaque équipement, on va mettre les repères, qui sont simplement les codes. Ce sont les KM1, KA1, si tu veux, on va mettre les F1, on va mettre les Q, tu vois. Donc, ici, dans l'armoire, sur chaque équipement, on va mettre ses repères, on va mettre ses codes. Et là, maintenant, quand tu vas ouvrir ton schéma, ton document, tu vas alors constater que sur le schéma, tu vas avoir un KA1. Et quand tu vois le KA1 sur le schéma, tu comprends directement que le KA1 qui est sur le schéma, c'est simplement ce contacteur qui est en face de moi. Donc, pour faire court, là, nous sommes au niveau de la maintenance, il faut peut-être intervenir. Donc, là, alors, tu comprends que si seulement si c'est ce contacteur qui a un problème, là, tu remarques le contacteur directement sur ton schéma. J'espère que jusqu'à là, vous êtes en train de comprendre l'importance de ces repères ou encore de ces codes qu'il faut connaître et comprendre. D'accord. Donc, nous allons repartir sur notre schéma. Alors, une fois arrivé sur le schéma, donc, comme on a su le dire, on a déjà compris, 1, les symboles. Ça, c'est le 1. 2, les repères. Alors, 3, qu'est-ce qu'on a besoin? 3, on a besoin de comprendre tout simplement les numéros des bornes. Les numéros des bornes. Alors, qu'est-ce que c'est les numéros des bornes? Les numéros de bornes, c'est simplement ce que vous êtes en train de voir. 95, 96. Tu vois? Tu vois qu'au niveau de chaque symbole, il y a les numéros des bornes. En fait, ces bornes, qu'est-ce que c'est? Ces bornes, c'est simplement les points de connexion. Tu vois? Donc, je vais prendre, là, nous sommes sur quoi? Là, nous avons un KM ici, tu vois? Là, on a quoi? On a un KM2. Tu vois que dans KM2, on a les numéros des bornes. On a 13, on a 14. Tu vois que au niveau de chaque symbole, on a les numéros des bornes. Chaque symbole, on a les numéros des bornes. Alors, ces numéros de bornes, où est-ce que tu vas les voir? Comme par exemple là, nous avons le contacteur KM2 et nous avons le numéro 13, 14. Alors, on vient ouvrir un contacteur. Voici un contacteur tout simplement en face de nous. Ça, c'est ce que tu vas voir dans l'armoire. Ou encore, si tu veux, c'est ce que tu vas utiliser pour faire ton câblage. Tu vois? Alors, là, à ce niveau, tu vas remarquer que voici le contacteur. Et à ce contacteur, nous avons un 13 et un 14 au niveau de notre contacteur. Tu vois? Donc, tu comprends déjà et que à ce niveau, sur mon schéma, le 13-14 du contacteur, il est où? Il est simplement ici. Donc, si le problème vient au niveau de 13-14, 1, tu vois le 13-14 au niveau de ton schéma. 2, tu vois le 13-14 au niveau de ton équipement. Donc, les numéros des bornes, c'est simplement lorsque on fait la connexion de l'équipement.
Ce qui veut dire lorsque les fils seront connectés. J'espère que jusqu'à ce niveau, c'est propre. On va revenir sur notre schéma. Alors, quand on revient sur le schéma, là, nous étions au niveau du contacteur. Tu vas remarquer qu'au niveau du relais thermique, on a le 95-96. Donc, les numéros des bornes, 1, ça te facilite au niveau du câblage. Tu vas comprendre simplement que ton relais thermique qui est à ce niveau, remarque que tu as le conducteur qui est là. Le conducteur vient se connecter où? À 95 de ton relais thermique. Et à 96 de ton relais thermique, tu as encore un autre conducteur qui va venir se connecter à 1 de quoi? Du bouton poussoir normalement fermé à retour automatique. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre au fait le rôle ou encore l'importance des numéros des bornes. Donc, on revient vite fait, on revient voir l'image. Vous allez constater que voici notre relais thermique. Alors, c'est à ceci ressemble un relais thermique. Tu vas constater que à l'amont, au niveau de notre schéma, on avait 95 et 96. Alors, voici notre 95 qui est là et notre 96 qui est ici. Tu comprends que, là déjà, nous sommes en train de faire la liaison entre le schéma et l'équipement. Ce qui permet de comprendre la liaison entre le schéma et l'équipement, d'abord, c'est le symbole. On connaît les symboles. On sait que le symbole que nous avons en face de nous, ça, c'est un relais thermique. Ça, c'est d'abord de 1. Dans de plus, on sait déjà que non, nous aurons un relais thermique. Vu que nous serons en face de plusieurs équipements qui se trouvent dans l'armoire électrique. Et dans l'armoire électrique, on ne va pas écrire relais thermique. Dans l'armoire électrique, on va plutôt utiliser les repères ou les codes. Alors, sur le relais thermique, ici, on va alors étiqueter le code qui se trouve sur le schéma. Ça sera notre RT. Donc, sur notre schéma, on va voir un RT et le symbole, on voit que c'est un relais thermique. On revient alors sur l'équipement. On connaît que ce relais-ci, c'est un relais thermique et on voit l'étiquette, on a mis un RT1. On connaît que donc le symbole qui est sur notre schéma, c'est simplement cet équipement qui est en face de nous. J'espère que jusqu'à ce niveau, c'est toujours propre pour vous. Alors, l'autre point que nous avons parlé, c'était quoi? C'était le numéro des bornes. Alors, nous avons dit que les numéros de bornes nous aident ou encore nous facilitent au niveau de la connexion. Ou bien, si tu veux, au niveau du dépannage, bien sûr, ou la maintenance. Pourquoi? Parce que quand nous avons notre schéma en face de nous, qui est tout simplement ici, on constate qu'il y a un conducteur qui quitte F1 et l'autre conducteur, le bout ou encore l'extrémité de ce conducteur vient se connecter ici à 95. Donc, pour se retrouver, on va simplement partir au niveau de notre équipement. Quand on revient au niveau de notre équipement, on regarde les numéros. Donc, j'espère que jusqu'à ce niveau, c'est bon. C'est à cause de ça que vous allez constater que sur chaque équipement, il y a les numéros des bornes. Par exemple, là, nous avons le 21-22. 21-22 de quoi? De KM2. Tu vois? Alors, quand tu reviens tout simplement ici, sur ton équipement, on revient au niveau du contacteur. Tu vas constater qu'au niveau du contacteur, là, nous avons simplement le 13-14. On n'a pas le 21-22. Et ça veut dire que là, attention, on a un petit souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous bon. Tu vas constater que ici, le KM2, 21-22, il est vrai que c'est toujours notre contacteur. Alors, quand on va maintenant revenir, on va défiler nos différents équipements. Vous allez constater que là, on va parler à ce niveau de notre bloc auxiliaire. Ou encore, si vous voulez, notre contacteur, plutôt notre contact adjectif. Voici qui va venir à ce niveau. Nous avons maintenant notre 31-32. Vous voyez? Donc,
Le 31, 32 ici, à ce niveau, nous avons le 31, 32. Et maintenant, tu peux prendre le 21, 22. C'est la même chose. Ce qui diffère, c'est simplement la première lettre qui est tout simplement devant. Donc, la première lettre peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça n'a pas assez d'importance. Le plus important ou encore l'important, c'est la deuxième lettre. Quand c'est 1, 2, ce qui veut dire que le contact est normalement fermé. Quand c'est 3, 4, ce qui veut dire que le contact est normalement ouvert. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, vous pouvez avoir 21, 20, 21, 22, ce qui veut dire que c'est un contact normalement fermé. Vous voyez un peu? Donc, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Nous sommes en train de voir les numéros de chaque contact. J'espère que vous êtes en train de comprendre ici l'importance des numéros de chaque contact. Alors, après les numéros de chaque contact, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut maintenant voir à ce niveau les références croisées. Vous voyez que jusqu'à ce niveau, je n'ai pas encore commencé avec l'interprétation de mon schéma. Je n'ai pas encore commencé à voir le fonctionnement de mon schéma. Ce qui veut dire que avant de commencer avec le fonctionnement du schéma, ou encore d'interpréter ton schéma, il y a d'abord plusieurs étapes que tu dois comprendre, tu dois retenir ou encore tu dois avoir en tête. Ce qui veut dire que si tu n'as pas ces étapes ou encore si tu ne connais pas toutes ces petites choses, quand tu vas lire ton schéma, tu auras des difficultés. Surtout si seulement si c'est un schéma qui a plusieurs folios ou bien qui a plusieurs pages. J'espère que vous avez suivi. Donc, on continue avec nos différentes étapes. Tu vas alors comprendre. Là, à ce niveau, on va maintenant parler des références croisées. Au fait, qu'est-ce que c'est les références croisées? Les références croisées, c'est tout simplement une répétition des contacts ou bien des symboles de notre même équipement. À ce niveau, nous avons un contacteur KM1. Ce qui veut dire que nous avons un contacteur KM1. Et le contacteur KM1 a plusieurs contacts. Là, nous avons un contacteur KM1. Plutôt, nous avons un contact du contacteur KM1. Là, nous avons toujours un contact du contacteur KM1. À ce niveau, nous avons encore un contact du contacteur KM1. Si et seulement si on avait plusieurs pages ou encore plusieurs folios, si on change de folio ou bien on change de page, tu vas constater que on pourra encore avoir les contacts de toujours KM1. Tu vois? Tu comprends qu'on a un seul contacteur, mais le contacteur a plusieurs contacts qui sont les contacts auxiliaires. Alors, pour ce fait, toi, pour comprendre que le contacteur-ci, KM1, est de cette bobine, parce que vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre que ces contacts-ci, on n'actionne pas ça avec le doigt. Ce qui veut dire que l'actionnement ou bien la fermeture ou l'ouverture de ces contacts, ce n'est pas manuel. C'est électrique. Ce qui veut dire que c'est le contacteur ou encore c'est l'équipement qui commande la fermeture ou l'ouverture de ces contacts. Donc, ce contact ou encore ce contact, la fermeture ou l'ouverture de ces équipements, ils sont commandés électriquement par cette bobine. Alors, tu vas comprendre que quand tu vas interpréter ton schéma, les contacts s'ils doivent se fermer et doivent s'ouvrir. Mais pour qu'ils se ferment et s'ouvrent, ils doivent être commandés par une source. Et l'équipement qui leur commande, tu dois alors connaître qui est l'équipement qui commande ces différents symboles. Maintenant, toi, pour connaître ou encore pour comprendre l'équipement qui commande ces symboles-ci, ce sont les références croisées qui vont t'aider
à connaître, au fait, tous ces symboles ou encore ces contacts sont commandés par quel équipement. D'où vient l'importance des références croisées. J'espère que jusqu'à ce niveau, tout est parfait pour vous. OK. Donc, si tout est parfait, nous allons continuer. On continue. Alors, comment reconnaître ou encore comment voir les références croisées? Pour reconnaître ou encore pour voir les références croisées, vous allez voir que en bas de notre symbole ou encore en bas de notre repère, vous allez voir qu'on a mis les choses en parenthèse. Tu vois, là, on a mis 0, 2, tiré de 6, F1. Là, on a mis 0, 2, tiré de 6, I. Là, de ce côté, on a mis 0,2 tiré de 6, I. Donc, ça, ce sont les références croisées. Ce n'est pas mis au hasard. Tous les schémas qui ont plusieurs pages ou encore qui ont plusieurs folios, tu vas voir ces références croisées en bas. Donc, quand tu vois ces parenthèses en bas, c'est ce qu'on appelle par les références croisées. Donc, une façon de dire que cet équipement ou encore ce symbole ou bien ce contact que tu es en train de voir, sa source ou bien celui qui commande le contact-ci, il se trouve tout simplement à la ligne, il se trouve tout simplement au folio 2, à la colonne F et à la ligne 9. Voici ce contact KM1. On m'a dit qu'il se trouve où? Folio numéro 2. Alors, voici notre folio. Nous sommes déjà folio où? Folio numéro 2. Quelle colonne? Colonne F. Alors, voici ici les repères. Quand tu vois A, B, C, D, E, F, G, Q, Z, ça, ce n'est pas au hasard. Donc, voici notre repère. Ici, nous avons F. Ça, c'est la colonne F. Quelle ligne? Nous avons la ligne qui est ici, 9. Donc, quand on fait ceci, ligne 9, tu vois là où on tombe. Et ça, c'est la ligne. On tombe sur F. Donc, je vais continuer ma ligne, je vais continuer la ligne jusqu'au bout. Tu vas comprendre que ça, c'est la ligne 9. Maintenant, on a dit quoi? On a dit la colonne F. Alors, voici F. Qu'est-ce que je fais? Je descends avec F. Quand je descends avec F, alors là, pam, je tombe. Tu vois que je tombe plus précisément ici, KM1. Est-ce que tu vois le KM1? Donc, quand je tombe ici à KM1, une façon de dire que cette bobine de KM1 commande ce contact que vous voyez ici. Il commande aussi, voici nous avons encore ici, folio 2, colonne F pour la ligne 9. Donc, il commande aussi ce contact. Donc, tu vas remarquer, partout lorsque tu as entre parenthèses 02F9, tous ces contacts sont commandés par cette bobine. Donc, si et seulement si on avait encore d'autres folios ou bien d'autres pages, tu vas faire la même chose. Donc, on revient, on change de contact, on prend, en supposant que on va prendre ce contact-ci. Ça, c'est quoi? C'est simplement un temporisateur au travail. Alors, comme nous avons un temporisateur au travail, tu vas remarquer quoi? Sur le temporisateur au travail, on a dit folio quoi? Folio 2. Quelle colonne? Colonne L. Pour quelle ligne? La ligne toujours 9. Donc, nous sommes déjà sous la ligne 9. On a tracé, que vous pouvez constater. Alors, on vient ici, colonne L, qui est tout simplement là.
On va alors tracer encore. Alors, je descends avec. Quand je descends avec, me voici, j'ai mon croisement ici qui est KA1. Donc, une façon de dire que cette bobine commande ce contact et ce contact. J'espère que jusqu'à ce niveau, vous êtes en train de comprendre l'importance des références croisées. Donc là, tu comprends que ces contacts-ci, ils vont changer de position quand cette bobine sera excitée. Alors, on arrive encore là, à ce niveau. Tu vois déjà que à ce niveau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici KM2. Alors, on a ce contact-ci, on a folio 2, colonne I pour la ligne 9. Donc, voici déjà notre colonne ici qui est I. Je vais alors faire quoi? Je descends tout simplement. Quand je descends, alors me voici. Donc, j'espère que vous avez compris l'importance. Une façon de dire que tous les contacts, par exemple, on a ceci. KM2, 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 encore KM2. Ces contacts-ci vont changer de position quand la bobine-ci sera excitée. Bien. Alors, vous allez remarquer que tout juste en bas de cette bobine, on a ce petit tableau des repères là. Alors, c'est quoi ces tableaux de repères? Ce tableau de repères que vous êtes en train de voir, c'est simplement ces références croisées qui arrivent là. Alors, ici, à ce niveau, vous allez comprendre et vous allez constater que en bas de chaque bobine, on a ces informations. Donc, quand vous voyez un document ou encore un schéma, vous voyez ces informations. En fait, ces informations, une façon de dire que la bobine que tu es en train de voir, cette bobine commande tous ces contacts qui sont en bas. Donc, quand cette bobine est excitée, il commande ces contacts que tu es en train de voir en bas. Donc, tu peux aussi te poser la question simple, une façon de dire que, bon, j'aimerais savoir, cette bobine-ci commande qui et qui au fait, tu vois un peu. Donc, si tu veux savoir au fait, cette bobine KM2, quels sont les contacts qui commandent, tu arrives tout simplement là. Tu vois un peu, tu regardes tous les contacts qui sont listés. Donc, quand tu regardes tous les contacts qui sont listés, là, tu sauras, au fait, la bobine KM2 commande tel contact et tel contact. Ils sont listés tout juste là, en bas. Donc, ça, c'est l'importance des références croisées que vous venez de comprendre. Vous voyez que jusqu'à ce niveau, on n'a pas encore commencé à interpréter notre schéma. Nous sommes d'abord en train de comprendre tout ce qui se trouve sur le schéma. Parce que vous devez comprendre est que quand on vous donne un schéma, tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas la décoration. Nous ne sommes pas en train de décorer un sapin de Noël. Tout ce que vous voyez ici a un rôle bien précis. Donc, vous devez comprendre le rôle que joue tout ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, une façon de vous dire que tous les schémas, les documents que vous irez voir dans les armoires, les entreprises, les bureaux d'études, peu importe, tout comme fait dans le domaine technique, industriel, vous allez voir que ces schémas ont ces repères, ont ces codes, ont ces natures des folios. Il y en a toujours. Alors, nous allons continuer. Vous allez remarquer que là, on a parlé des références croisées. Donc, on clôture avec des références croisées. On a vu l'importance des références croisées. Là, à ce niveau maintenant, nous allons parler des numéros des câbles. Vous allez constater au fait que sur chaque conducteur, il y a les numéros. En fait, ces numéros que vous êtes en train de voir, ce n'est pas en vain. Ou encore, c'est pas pour rien, ce n'est pas la décoration. Ces numéros jouent un très grand rôle, surtout au niveau de la maintenance ou le dépannage.
je vous assure que tu peux tomber sur une armoire qui a plus de 50, qui a plus des conducteurs en désordre, en pêle-mêle. Ça veut dire, un conducteur, tu vas voir, je prends l'exemple, je prends notre équipement. Alors, sur notre équipement, tu peux constater, tu regardes bien, ça veut dire tu regardes le conducteur qui rentre ici à 53. Mais tu ne sais plus le conducteur là. L'extrémité de ce conducteur, il est parti dans quel équipement, tu ne connais plus. Parce que c'est d'abord du foutu. Tu essaies seulement de constater les conducteurs qui entrent. Les conducteurs qui entrent au niveau de chaque borne, tu essaies de voir. Mais tu n'arrives pas à distinguer l'extrémité de ce conducteur, il part dans quel équipement. D'où intervient alors l'importance des numéros des câbles. Alors, on va descendre plus bas afin que tu vois au fait l'importance ou encore les numéros des câbles sur ton schéma ou encore dans l'armoire si tu veux. Parce que là, nous avons les numéros des câbles ici. Tu vois un peu. Mais dans l'armoire aussi, c'est représenté. Donc, on va descendre plus bas. Je vais vous montrer les numéros des câbles dans l'armoire pour que vous ayez l'idée. Donc, voilà, je prends l'exemple ceci. Tu constates que voici, tu as des disjoncteurs moteurs. Tu vois les câbles qui sont en train de rentrer. Mais tu ne connais pas l'extrémité de ce câble qui vient d'entrer par où. Tu ne sais pas là où ce qui part. Tu vois? Alors, on va alors voir vite fait les numéros des câbles. Alors, voici ça. Voici nos repères ou encore les numéros des câbles. Tu vois qu'à ce niveau, tu vas constater simplement que ton équipement, tu vois que le câble, là, le câble rentre il rentre dans l'équipement, tu vois. Quand le câble rentre dans l'équipement, tu vois que là, on te dit quoi? On dit L et après, on met 6. Tu vois, là, on met N et après, on met 1. Je ne sais pas si tu... Donc, tu comprends que le câble qui rentre au fait ici, c'est N1. Ce qui veut dire que quand tu vas partir sur ton schéma, sur le schéma, tu vas voir sur un câble, on écrit N1. Tu comprends au fait que, le N1, quand j'ai vu ici, j'avais le disjoncteur. Je cherchais même à savoir l'extrémité partait où au fait. Donc, tu comprends simplement que, ok, l'extrémité du câble N1-ci, je quitte le disjoncteur pour partir tout simplement sur le bouton poussoir. Tu vois? Donc, c'est la même chose ici. Les repères des conducteurs, les numéros des conducteurs que tu vois. Et c'est la même chose que tu es en train de voir ici. Tu vois, là, on écrit 16. Une façon de dire que sur l'extrémité encore, sur notre équipement, si c'est le même câble, aux extrémités des câbles, aux extrémités de conducteurs, on va mettre le même numéro. Donc, tu vas voir, ces numéros vont se répéter au fait. Ils vont se répéter sur le même conducteur aux extrémités. Donc, ce sont des repères qui facilitent le câblage, la maintenance, le dépannage et autres. Donc, on va repartir sur notre schéma. Vous voyez que jusqu'alors, on n'a pas encore commencé à interpréter notre schéma. Ce que nous sommes en train de voir actuellement, nous sommes en train de comprendre le schéma. Et ça, ce sont les méthodes, les démarches clés. Quand tu connais tout ce qui se trouve sur ton schéma, je t'assure, il n'y a aucun schéma qui peut te dépasser à interpréter. Tu interprètes tous les schémas. Tu fais la maintenance, l'entretien de tous les schémas. Tu câbles tous les schémas. Donc, nous voici alors, vous voyez, donc on a le 21, on a encore le 21. Tu comprends que, comme on était en train de dire, et que notre conducteur ceci, alors voici le 22. Donc, on comprend que le conducteur 22, il rentre à 95
et l'autre extrémité va simplement à la sortie de notre sectionneur porte-fusible. Là, on a vu l'importance du numéro des câbles. Et j'espère que jusqu'à ce niveau, c'est toujours bon pour vous. Alors, là, nous avons ici ce que on appelle tout simplement par les les aboutissements. Alors, à quoi ça sert les aboutissements? Les aboutissements sont très importants. Pourquoi? Parce que actuellement, tu es en train de voir le câble ou encore le conducteur qui arrive sur ce folio. Mais tu ne connais pas d'où sort ce conducteur. Tu vois? Donc, une façon de dire que là, nous avons une seule page. On peut avoir 5 pages, 10 pages, 40 pages. Et les pages qui vont suivre, il y a des conducteurs qui vont arriver. Tu vas te demander, mais le conducteur qui arrive, il sort d'où? C'est ce qu'on appelle par les aboutissements. Donc, ces conducteurs, alors, voici les aboutissements que tu es en train de voir ici. Là, on t'a mis quoi? On a mis 0, 1. Et après, on a mis D3. Donc, une façon de dire que le câble, s'il quitte de la première page ou encore le premier folio, quelle colonne? Colonne D. Quelle ligne? Ligne 3. J'espère que jusqu'à là, c'est propre pour vous. D'où tu peux remonter. Quand tu remontes alors, voici ici, nous avons quoi? Voici, on a alors notre folio ici qui est tout juste là. Tu vois, on a 1, 2. Donc, on va revenir plus bas. Comme je disais, donc, les aboutissements, une façon de dire que il te dit simplement, ce conducteur qui arrive, il sort d'où? Ou encore, si tu veux, il part où? C'est ça l'importance des aboutissements. Connaître d'où vient le conducteur et où va le conducteur. J'espère que jusqu'à ce niveau, c'est propre. Vous allez constater que j'utilise plus l'expression folio. Une façon de dire au fait est que dans l'industrie, généralement, on parle des folios. On ne parle pas des pages. Donc, ce ne sont pas les pages des cahiers, si vous voulez. Donc, généralement, ici, ce n'est pas le cahier. Quand on parle première page, deuxième page ou encore les blocs-notes, bien les calepins. Ici, quand on rentre déjà sur le document technique et sur notre document des schémas, là, on parle maintenant des folios. Folio 2, folio 3, folio 4, folio 5, folio 6. Donc, quand vous entendez parler par expression folio, ne vous embrouillez pas, ne vous perdez pas. Comprenez tout simplement qu'il fait allusion aux pages. Donc, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. J'espère que jusqu'à ce niveau, c'est encore parfait pour vous. Donc, on va donc passer par notre fonctionnement. On va passer par le fonctionnement. Ce que vous devez comprendre que quand on lit un schéma, la première des choses, d'abord, c'est la lecture. Deuxième étape, c'est le câblage. Troisième étape, c'est le sondage grâce à notre appareil de mesure. Donc, on sonde pour voir si et seulement si notre équipement, si on n'a pas oublié quelque chose, si on n'a pas omis, si on n'a pas commis des erreurs et autres. Après le sondage, là maintenant, on peut alimenter. Ce qui veut dire qu'après le câblage, on n'alimente pas directement. On sonde d'abord. On vérifie que tout est bon. Une fois que tout est prêt, on passe par l'alimentation. La lecture du schéma, tu peux lire ton schéma. Après la lecture du schéma, tu passes par quoi? Tu passes maintenant par ton entretien, par la maintenance, si tu veux, ou bien le dépannage, si tu veux bien.
Après le dépannage, tu passes toujours par le sondage grâce à l'appareil de mesure. Quand tu finis de sonder, et là maintenant, tu passes par l'alimentation. Tu remets le jus pour voir est-ce que le problème a été résolu ou non. Tu vois que ce sont les étapes. Donc, si tu ne respectes pas ces différentes étapes, tu auras tout simplement des problèmes. Alors, là maintenant, nous allons passer à la lecture du schéma. Euh, Tu vois que la lecture du schéma vient après. Donc, la première des choses, c'était d'abord de comprendre. Tu vois que là, quand tu comprends le schéma, tu comprends tout ce qui est une façon de dire que peu importe le schéma qui sera en face de toi, tu vas comprendre et tu vas passer à la lecture. Donc, sans plus tarder, nous allons alors passer à la lecture afin que vous remarquez que c'est fluide cette fois-ci. Ça passe comme de l'eau de roche. Donc, alors, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On va alors fermer notre contact ici à ce niveau. Alors, on ferme notre sectionneur. Une fois que nous avons fermé le sectionneur, le jus est passé. Donc, quand le jus arrive, alors le jus est là, ça traverse, ça traverse, ça traverse. Alors, il s'arrête à ce niveau. Pourquoi? Parce que le contact est ouvert. Il s'arrête à ce niveau parce que le contact est ouvert. Donc, tout s'arrête à ce niveau. Nos bobines, rien n'est excité. Les voyants ne sont pas non plus allumés, rien ne brille. Donc, après ça, on continue. Quand on arrive à ce niveau, on constate que le contact est ouvert, alors ça s'arrête là. Pareil aussi, ça s'arrête à ce niveau. Alors, ici, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Là, le contact est fermé, alors ça traverse, il traverse et notre voyant brille. Tu vois que quand on a fermé notre sectionneur, nous avons notre voyant de signalisation. Et le voyant signale que l'armoire est alimentée. Mais il n'y a aucun moteur qui fonctionne. OK. Donc, on va continuer. Comme je disais, le voyant brille, mais aucun moteur ne fonctionne. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On actionne alors notre bouton poussoir. Quand on va actionner le bouton poussoir S2, en actionnant le bouton poussoir S2, alors le jus traverse. Une fois que le jus traverse, une fois que le jus traverse, ça fait quoi? Ça excite la bobine KM2, plutôt KM1. Quand il excite la bobine KM1, au même temps, il alimente ou encore il fait briller notre voyant H1. Alors que notre bobine KM1 commande plusieurs contacts. Oh, le cyclope. Il commande plusieurs contacts. Tu vois? Bon, c'est bon. Donc, notre bobine KM1 commande plusieurs contacts. Alors, comme notre bobine KM1 commande plusieurs contacts, une façon de dire quoi? Une façon de dire que si et seulement si, à la base, le contact était normalement ouvert. Là, le contact est normalement ouvert, le contact est normalement fermé. Tu vois que quand la bobine n'est pas excitée, les contacts ont une position. Une fois que la bobine sera excitée, tous ces contacts vont changer de position. Donc, une façon de dire, actuellement, la bobine n'est pas excitée. Tu vois qu'on a on a les contacts qui sont normalement ouverts et nous avons aussi les contacts qui sont normalement fermés. Une fois que cette bobine sera excitée, il va alors changer les positions de tous ces contacts. Donc, une façon de dire que tous les contacts qui étaient ouverts au repos vont maintenant se fermer. Et tous les contacts qui étaient fermés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant s'ouvrir.
D'accord. Donc, comme on a dit, le contact KM1 n'est pas excité, alors les contacts-ci sont à leur état initial. Alors, une fois que la bobine KM1 s'excite, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ce contact qui était normalement ouvert. Le contact KM1 13-14 se ferme. Le contact KM1, si au repos il était fermé, alors une fois que la bobine est excitée, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il s'ouvre. Le KM, si 1, il était ouvert, cette fois-ci, il fait quoi? Il se ferme. Le contacteur ici, KM1, il était ouvert, plutôt fermé. Cette fois, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre. On a encore KM1 où on a constaté que partout, alors les positions ont changé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que, donc, le jus traverse, le jus passe par là, ça passe par là, la bobine excitée, le voyant pris, le même jus, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse ici. Quand il traverse, la bobine est excitée, et une fois que la bobine est excitée, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lance la temporisation. Donc, ce qui veut dire que notre temporisateur commence le comptage. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Le jus traverse, excite la bobine. Et quand le jus excite la bobine, donc on a le contacteur L1 qui est fait quoi? Il est alimenté. Celui-ci, KM1 aussi, KA1 alimenté. Alors là, le contacteur KM3 alimenté. Une fois que le contacteur KM3 alimenté, alors le contact fait quoi? Il s'ouvre. Alors, vu que KA1 était excité, la temporisation avait commencé. Une fois que la temporisation atteint le temps qui était prédéfini, alors les contacts changent de position. Ce qui veut dire que là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre maintenant. Et là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se ferme. Quand ici, il s'ouvre, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la bobine se désexcite. Et quand la bobine se désexcite, le contact s'y fait quoi? Le contact se referme à nouveau. Non. Donc, tu comprends que là, à ce stade, qu'est-ce qui se passe? KA1 est actionné, il brille, ou encore il est en fonction. Au même moment, KM2 aussi, il est fait quoi? Il est excité. Donc, une façon de dire que KM3, là, il n'est plus excité. KM2 aussi n'est pas excité. Le voyant-ci n'est pas, ne brille pas. Le voyant-ci aussi ne brille pas. Donc, à ce stade, nous avons KM2, la bobine est excitée. KA1, la bobine est excitée. KM1, la bobine est excitée. Et notre voyant qui brille. Tu vois que je viens d'interpréter le schéma fluidement, simplement. Pourquoi? Parce que j'ai compris au fait mon mécanisme. Ce qui veut dire que là, je peux passer au câblage. Si je veux, je peux même passer à l'entretien ou encore à la maintenance ou bien au dépannage. J'espère que vous avez compris. Alors, concernant les méthodes, il y a encore plusieurs méthodes autres. Cette formation de câblage de l'armoire, c'est une formation qui existe déjà, une formation concrète de A à Z qui existe. Et j'ai mis cette formation plus précisément dans notre plateforme. Donc, dans le groupe, je vais envoyer le lien de notre plateforme là où se trouvent toutes nos formations. Et dans le lot ou encore sous la liste de nos formations, il y a aussi la formation de l'armoire électrique. Donc, hormis la formation de l'armoire électrique, il y a aussi plusieurs autres formations qui se trouvent à l'intérieur. Donc, sur notre plateforme, au fait,
nous avons plusieurs formations qui sont là hébergées à l'intérieur. Et ces formations, ce sont des formations à vie. Ce qui veut dire que c'est simplement les vidéos enregistrées, comme ce que je suis en train de faire, expliquées, détaillées, comme ce que vous êtes en train d'écouter, comprendre maintenant. Donc, ce sont des formations qui sont enregistrées. Il y a des vidéos, il y a même des câblages, et il y a aussi les livres ou encore les documents. Et comment est-ce que ça se passe? Quand tu arrives sur la plateforme, tu télécharges au fait la formation. Quand tu télécharges la formation va venir s'installer dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Et là, c'est à vie. Peu importe les années, les jours, les mois, tu peux te reformer. C'est bénéfique et avantageux pour vous. Pourquoi? Parce que suite à plusieurs formations animées, il y a plusieurs qui avaient des problèmes avec leur emploi du temps du travail. D'autres qui disaient que vraiment, je suis occupé, cette semaine, l'emploi du temps est saturé. Les autres, c'était l'école qui dérangeait autres. Donc, pour ce fait, nous avons alors pensé à enregistrer toutes les formations, à héberger ces formations. Alors, c'est ce que nous avons fait. Si on a créé notre plateforme, on a hébergé toutes les formations sont enregistrées là-bas. Et toutes les formations qui sont sur notre plateforme, ce sont des formations à vie. Ce que tu as fait, tu télécharges la formation arrive dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Tu vas revoir cette formation jusqu'à ta mort. Donc, demain, après-demain, si tu as un problème, tu as un schéma que tu aimerais comprendre, tu as un travail que tu aimerais faire, alors ce que tu as fait, tu regardes simplement ta formation, tu vas simplement revoir et revoir. Tu peux te former ce soir, 5 mois après, tu oublies les connaissances ou encore les notions. Ce que tu vas faire, tu revois encore la formation qui est enregistrée dans ton téléphone. Donc, c'est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que c'est à vie. Et de deux, comme vous pouvez le constater, c'est bien clair, explicite et enregistré. Après le direct, je vais envoyer le lien de notre plateforme dans le groupe. Ce que vous aurez à faire, vous allez simplement rentrer, ouvrir le lien que je vais envoyer, rentrer, voir toutes les formations qui y sont, télécharger les formations qui vont vous plaire. Donc, avant d'aller encore plus loin, ça c'est déjà l'une des formations. Euh, donc là, nous avons fait le câblage. Donc, on a câblé. Ici, cette vidéo, j'ai montré de A à Z au fait comment est-ce que on câble, tu vois. Donc, la première partie, ce que j'ai fait au fait au préalable, j'étais en train de vous expliquer le schéma. Donc, après l'explication du schéma, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes maintenant passés au câblage. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir. Là, je suis en train de montrer comment câbler. Donc, une façon de dire que sous le lot des formations, je montre comment câbler, je montre comment expliquer, je montre tout. Tout est détaillé, vraiment, tout est là. Alors, je vais faire passer vite fait. Je vais arriver. Bon, le temps est imparti, sinon je voulais quand même vous montrer. Parce que là, on va passer au sondage. Je voulais vous montrer au fait comment est-ce qu'on sonde un schéma. Tu vois, on a parlé tout de suite du sondage. Avant d'alimenter, il faut d'abord passer par le sondage. Tu dois d'abord sonder, remarquer point par point avant de passer. Donc, même le sondage a une méthode ou encore a une façon. Le sondage, ça ne se fait pas n'importe comment. Tu vois un peu. Donc, sous la vidéo enregistrée, là, je suis en train d'expliquer comment est-ce qu'on sonde un schéma et autre étape par étape. Il n'y a pas que ce schéma, il y a plusieurs autres schémas que j'ai câblés, que j'ai expliqués autres. Donc, sans plus tarder, je sais qu'il y a plusieurs questions parce que je vois déjà les mains levées. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau et je vais vous accorder la parole. On va passer alors par les questions. Donc, comme nous l'avons dit, levez simplement votre main. Les questions, tu n'es pas seulement obligé de poser des questions. Tu peux avoir des ajouts en fonction de ce que tu as